Bonjour à tous et toutes, comme vous pouvez le voir, je reviens d'un trail, d'une petite course de 15 km, course entraînement on va dire, et c'est en courant que j'ai pensé à réaliser cette vidéo pour présenter, pour ceux qui débutent, ceux qui sont déjà très confirmés, le matériel de sportif, de runner ou trail runner, ainsi que toutes les mésaventures qui sont liées à ça. Et c'est aussi pour ça que je vais appeler cette vidéo présentation du matériel pour les frappés du running, et non pas pour les parfaits runners, parce que ça serait un peu présomptueux. Pourquoi frapper? Parce qu'en fait, souvent, faut déjà avoir envie de se taper des ronces, avoir envie de se faire quelques bobos. Alors, la mésaventure d'aujourd'hui, c'est ça. C'est que je me suis, contre une souche, à peu près au bout de 10 km, tapé le pied. Et la souche dépassait pas de grand chose, hein, genre à peine 7-8 cm. Et ça m'a arrêté net, évidemment, puisque je rasais le sol et ça a tapé dedans, ça a frappé assez fort, au point que j'ai entendu un crack, et les cracks en running, je sais que ça fait pas très bon ménage, et que ça fait souvent très mal. Par le passé, j'ai déjà eu des entorses, par le passé, j'ai eu aussi une rupture du tendon d'Achille. Bon, ça c'était il y a 10 ans, là l'entorse c'était l'année dernière. Ça, bon, c'est juste un petit bobo, je me suis arrêté 5 minutes pour reprendre. Donc bref, tout ça pour dire que malheureusement, les petits bobos comme ça, ça peut être le lot quotidien de tous ceux qui courent. Faut savoir que j'ai eu sur un des articles qu'il y a entre 50 à 70% de runners qui ont un petit pépin physique dans une année de course. Alors le pépin physique, on précise pas de quelle nature il est, hein, ça peut être une entorse bénigne, ça peut être simplement un ongle incarné qui apparaît, qui fait mal, ça peut être des choses assez pas très importantes en soi, qui n'empêchent pas du moins d'arrêter longtemps sa pratique, mais malgré tout, ça fait partie, je dirais, presque des choses assez courantes de quelqu'un qui fait un sport. Me voilà bien reposé, mangé, douché, étiré, et je suis en train de transférer mes données de ma course là, donc là c'est fait. Du coup je vais pouvoir les retrouver via le site Garmin Connect pour ceux qui ont déjà vu la vidéo de présentation du Forerunner 920. C'est c'est la montre que j'utilise, et voilà à quoi ça va correspondre sur mon activité du jour. Donc l'activité d'aujourd'hui, oui, ça c'est c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est le running. Donc je l'ai pas renommé, ça apparaît comme ça. Donc le but de la journée, de la présentation d'aujourd'hui, c'est pas du tout de dire que il faut acheter quoi que ce soit, qu'il faut absolument suivre les recommandations que je donne. Ce sont des recommandations, ce sont des idées pour partir sur, en tant que débutant sur du running, pour du trail running, du minimalisme, ou pour des gens un peu plus confirmés qui commencent à faire des courses. Mais loin de moi l'idée d'être un spécialiste du demi-fond, du fond, des ultra trail, des choses comme ça. Moi je suis le sport pour moi c'est du plaisir, pour moi je fais ça pour le fun. Et pour m'entretenir, évidemment, maintenant j'ai envie de faire partager aussi mes quelques expériences de plusieurs années de course, autant en compétition que tout seul, pour tous ceux qui suivent la chaîne et puis les autres qui seraient arrivés par hasard sur cette vidéo. On va essayer de faire ça en chapitre. On va commencer par l'équipement de base, et puis après du runner sur bitume, classique, quoi. Après plutôt le trail running, ensuite le minimalisme, et puis je vais monter d'un cran après en montrant un petit peu plus les accessoires, on va dire périphériques, qu'on peut utiliser en plus en complément. Je parlerai des petits bobos, des petits malaises, des soucis de crampes, des étirements, des choses qui font mal, des blessures qui peuvent être occasionnées, comment les éviter, ce qui m'amènera à parler de l'alimentation. Et pour terminer, je présenterai les mags, les livres, et l'extrait d'un documentaire qui vient de sortir et qui peut être intéressant pour tout à chacun qui aime le sport extérieur, notamment le running. Donc voilà, je commence tout de suite avec la partie sur l'équipement de base, donc tout simplement un t-shirt, plutôt un t-shirt pas vraiment coton, du textile on va dire synthétique, qui va permettre d'évacuer la transpiration.
assez aisément pour éviter de surchauffer l'organisme. On est quand même très bien fait dans la mesure où on est un des rares animaux sur la planète à pouvoir transpirer autant et donc à évacuer autant de chaleur, ce qui fait qu'on peut tenir assez longtemps. Dans les recommandations tout à l'heure de livres que je proposerai, il y en aura un, ce sera plus ou moins présenté comme un roman, mais qui s'appelle Courir avec les Kenyans, et qui est très intéressant dans la mesure où justement il explique que l'avantage des Kenyans, c'est de courir des heures et des heures et des heures en savane. Et tout ça, même si c'est à une allure, on va dire, modérée, aucun animal ne parvient à être aussi performant. C'est grâce à la transpiration, c'est grâce à notre évacuation de chaleur, notre corps qui fait 38 degrés, qui doit rester à cette thermoréguler ça. Et l'idée, c'est de perdre de l'eau, mais de ne pas en perdre trop. Parce qu'on verra tout à l'heure dans l'alimentation, j'y reviendrai, que l'eau, c'est probablement ce qui est le plus important, au-delà même des boissons énergisantes, au-delà même des barres que l'on peut prendre en cours de course, etc. Alors donc là, le t-shirt basique, qui peut être décliné en manches longues, manches courtes, etc. L'important, c'est de se sentir bien, de ne pas être trop collé dessus, enfin, qui nous colle au corps, je veux dire. Pour un problème de transpiration également, hein. Donc les choses un petit peu stretch là, c'est tout à chacun après de voir. Moi, c'est pas ce que je préfère. Ensuite, le short, qui peut se décliner en short ultra court, en short de taille un petit peu plus longue, en corsaire. Et puis des chaussettes. Alors là, les chaussettes, il y a l'embarras du choix. Ça peut être des bonnes chaussettes en coton classique, hein, boucle coton classique, ou alors ça peut être des choses un peu plus spécifiques, comme là, qui sont avec des parties un peu renforcées, au talon, sous le pied, et qui sont spécifiques, pied gauche, pied droit. Des chaussures, alors là, peu importe la marque, hein, peu importe l'aspect de la chaussure extérieure, du moment qu'on s'y sente bien. Vous voyez ici, elles ont un drop assez important. C'est des chaussures classiques, hein, on va dire, d'une marque ultra connue, un Zix, pour pas la nommer. Ce sont des chaussures qui sont, je dirais, en fait, à part d'être un spécialiste, hein, à partir de 60 €, on trouve des très bonnes chaussures. Maintenant, profitez des soldes, profitez des ventes privées, des choses comme ça, pour pouvoir vous acquérir des chaussures de qualité, pour vous faire la différence, juste pour voir un petit peu la différence. Moi perso, entre des ASICS à 150 €, celle-ci, que j'ai pas acheté ce prix-là évidemment, et des chaussures à les mêmes ASICS, je les ai pas sortis, mais qui sont environ moitié moins chères, très franchement, je me rends pas réellement compte de la différence. Elles sont un petit peu plus légères, un petit peu plus probablement souples, mais honnêtement, à mon niveau, pour faire des 10-15 km, j'en vois pas trop l'intérêt. Si j'en ai plusieurs paires, c'est tout simplement pour éviter de les abîmer trop vite, changer un petit peu les terrains, certaines qui vont être utilisées surtout en salle, parce que je cours sur tapis aussi, et d'autres qui vont être utilisées évidemment en extérieur. Donc ça, c'est la version classique. Je vais présenter une autre version. Donc après l'équipement spécifique, de base, voici quelques exemples de shorts ultra courts. Tout à l'heure, j'ai oublié de préciser, moi j'aime bien prendre avec un maillot intégré, on va dire, un slip intégré en quelque sorte, ce qui, pour beaucoup de coureurs, vous connaissez les échauffements, enfin pour les hommes, les femmes j'imagine que c'est un peu la même chose. Moi perso, quand je cours, quand je m'entraîne, je prends plutôt uniquement ça. Maintenant, sur des longues distances, sur d'autres contraintes, on va dire, et puis je fais du VTT à côté de ça, il existe des sous-vêtements tout simplement, un peu plus respirants, pas forcément en coton, qui vont permettre, ça c'est pas trop mal, c'est avec ça que j'ai commencé. Évidemment, si on tape d'un peu plus haut de gamme, il existe ce genre de choses là qui va éviter un maximum les coutures, et vous allez vous retrouver dans un confort beaucoup plus optimal. Mine de rien, ça joue les échauffements dès lors où on court plusieurs heures, kilomètres, des longues distances. Donc là je sors un autre short, ça c'était mon premier short de trail d'ailleurs, commence à dater, mais il était déjà avec ça intégré. Donc ça, autant dire que pour moi, c'est un de mes choix que je privilégie, quoi, d'avoir un slip intégré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a les corsaires, tout à l'heure j'en parlais, donc ça sera plus spécifique pour du trail running. Ça c'est Muscle Force, de la marque Odlo, c'est-à-dire que lui il va coller très près du corps, c'est un peu le principe d'un... vous savez, ces choses qui vont comprimer au niveau des manches ou au niveau des cuisses, pour faire en sorte que le muscle reste bien chaud. Ça c'est
assez cher, assez onéreux évidemment, et il joue aussi du fait que c'est assez technique, mais honnêtement c'est probablement une des choses que j'apprécie le plus quand pour les températures entre 5 et 15 degrés. En dessous de 5 degrés, là ça commence à cailler, c'est pour ça que j'ai sorti ça. J'en ai sorti deux parce que ce sont deux qui sont que j'utilise assez régulièrement. Un on va dire assez fin, qui va me permettre de tenir pour les températures ouais, autour de 3, 4, 5 degrés. De toute façon avec la chaleur après quand on dégage, je vais pas avoir trop chaud. Et un beaucoup plus épais, donc là pour le coup beaucoup moins cher puisque Kalenji Decathlon, beaucoup plus épais, en feutrine à l'intérieur, et tout aussi intéressant simplement, là c'est pour des températures beaucoup plus fraîches. J'ai oublié de préciser tout à l'heure. Alors, les vestes, il en existe plein aussi. Une des choses les plus intéressantes à vérifier, c'est que s'il y a Windstopper. Windstopper, c'est un peu comme des Gore-Tex, le principe, en fait, c'est qu'on va rajouter des éléments dans la constitution du matériau pour faire en sorte que, là, Windstopper, hein, comme le dit le terme, ça va arrêter le vent. Un vrai coupe-vent, pour le coup, hein, qui est si technique dans ce cas-là, on va pas trop transpirer à l'intérieur, enfin ça va garder la chaleur, parce que c'est un peu le but. Généralement on prend ça quand il fait froid et en cas de pluie par exemple, donc il est déperlant, attention il est pas imperméable celui-là, mais c'est bien pour s'échauffer, c'est bien pour quand il y a beaucoup de vent, je disais donc, et c'est bien quand il y a une petite pluie fine, donc Windstopper. Donc avec tout ça, je vous ai présenté l'essentiel de ce que peut prendre un runner classique. Pour le trail running, ce qui va changer essentiellement, c'est les paires de chaussures. Ce qui va changer essentiellement, c'est les petits accessoires que l'on peut y ajouter. Donc je vais le présenter tout de suite. Alors voilà ce que moi j'ai acheté pour le trail running. Évidemment des chaussures un peu spécifiques parce que pour le trail running, là l'important ça va être le grip qu'on va avoir dessous. Puisqu'évidemment là on va être sur des chemins avec des dénivelés, avec donc des éléments que l'on ne peut pas toujours contrôler pour bien maîtriser sa course. Il faut qu'on ait une accroche la plus optimale possible. Donc là, peu importe la marque, hein, ça c'est celle que j'utilise, avec des renforts un peu partout. Devant, ça m'aurait été bien utile ce matin, notamment pour éviter de me décoller le pouce, comme j'ai montré en introduction. Ensuite, qu'est-ce que je peux présenter ? On va y aller du pied jusqu'à la tête, tant qu'à faire. Ensuite, j'ai au niveau des jambes, des jambières de compression, pardon. Ça, on en trouve de plus en plus de gens qui en portent. Ça fait son boulot hein, très correctement. C'est très élastique et donc qui comprime bien, d'où le terme de compression. Un peu plus haut, j'aurais au niveau de la ceinture ce genre de choses-là. Alors c'est soit l'un, soit l'autre, parce qu'évidemment si on a une poche à eau, on ne va pas nécessairement porter aussi ce genre de ceinture-là. Alors il y en a qui portent des gourdes. Moi l'inconvénient des gourdes, c'est que c'est volumineux, ça peut gêner quand on court. Moi je préfère ce genre de petites choses-là, où on met le volume que l'on veut. Là j'en ai 3 ou 4, sachant que ça doit faire 150 ml. Donc on peut en emmener un peu plus d'1 demi-litre. Or pour les courses que je fais, généralement jusqu'à 20 km, maximum 1 litre d'eau, pour moi ça me suffit. Pour moi je dis bien, après ça va dépendre des gens, de la façon dont ils transpirent, etc. Donc ça c'est ce que j'ai pris ce matin par exemple, avec les deux qui sont là. J'aurais pu prendre un peu plus haut, j'aurais pu mettre ça. Donc ça peu importe, hein, la taille que l'on veut. Moi j'ai choisi un qui soit fermé en bas et en haut, donc en haut ici et en bas ici, pour un meilleur maintien autour de la ceinture abdominale et puis du thorax. Un qui soit avec un volume d'une poche à eau minimum de... De toute façon ça doit être du classique, là c'est jusqu'à 2 litres. Et pas trop gros, parce que ça sert à rien d'avoir... moi en gros, une fois que j'ai mis mon eau là-dedans, ici j'ai toujours mon certificat médical au cas où il me le demande, quand je fais des courses. Je crois me souvenir que j'ai toujours une barre énergétique, enfin un gel, pardon. Je crois me souvenir que j'ai aussi la fameuse boîte avec les... les épingles à nourrice, pour tous ceux qui font de la course, ils savent de quoi on parle. Les porte-dossards, en fait, pour accrocher un dossard. Et puis, voilà, en fait, l'essentiel étant là, moi je voulais vraiment un truc assez minimaliste.
ça sert à rien de taper dans les trucs super chers, Salomon, etc. On fond des très bien, mais bon, plus de 100 € pour moi, c'est pas indispensable pour le niveau que j'ai, hein, j'entends bien. Ça, c'est très bien. Pour tous ceux qui font des trails nocturnes ou semi-nocturnes, c'est-à-dire commencer en milieu d'après-midi, finir assez tard le soir, eh bien, vous avez ce genre de choses-là. Qui se porte au niveau du thorax, c'est donc le Kalenji, la marque de Decathlon, qui fait ça, c'est très bien. Ça évite de l'avoir sur le front. Pour les entraînements aussi de nuit en hiver, je porte ça, c'est quand même, à mon sens, plus agréable à porter. Après, c'est une question de goût, hein. Tout ce que je présente, évidemment, ce ne sont que mes impressions. Ça, c'est utile, alors pas forcément qu'en trail, hein, simplement pour la tête, mais assez fin quand même, hein, pas prendre un gros truc en laine. Pareil, même principe des gants. Donc voilà à peu près tout ce qu'on peut présenter. Ah oui, pardon, j'ai oublié ça. Alors ça, c'est quand même quand on commence à s'attaquer à soit de la marche nordique, évidemment tout le monde en a, soit à du trail, mais du trail avec des beaux dénivelés. Parce que se le traîner pendant la distance que l'on va faire, c'est pas nécessairement évident. Ceux-là, ils sont assez légers. Ils ont l'avantage d'être de bonne facture en fait. Je les ai déjà utilisés surtout dans des treks. En trail, honnêtement, si je les ai peut-être utilisés une fois. Mais après, en trail, on va peut-être plutôt prendre des choses qui se vissent assez enfin pas rapidement, mais avec des attaches rapides. Et en 2 parties seulement. Celui-là, c'est un 3 brins. Donc voilà, ça c'est la partie purement, on va dire, trail running. La partie après un peu plus minimalisme, je vais le présenter assez brièvement. Ça va faire l'objet d'une révision un petit peu de ce que j'avais dit sur la présentation des Spiridon, hein, des Five Fingers, en donnant aussi mon point de vue au bout de 6 mois maintenant que je les ai. Me voilà arrivé sur la partie des chaussures minimalistes, avec donc les chaussures que j'avais déjà présentées dans une précédente vidéo, les Spiridon de la marque Five Fingers. Et à ce propos, je tiens à préciser une erreur que j'avais faite. Vibram, qui est donc la marque qui les fabrique. Five Fingers, c'est le nom commercial, et Spiridon, c'est la dénomination de ces chaussures-là. Vibram, c'est donc une marque non pas anglaise, non pas américaine, mais italienne à la base. J'ai vérifié après sur un peu plus longuement, une fois avoir fait la vidéo. Donc voilà, l'erreur apparaît. Donc au bout de 6 mois, la qualité de la chaussure est toujours très intéressante, très performante. Elle n'est pas trop abîmée. À l'arrière, quasiment pas, parce que... Alors, petite précision aussi dans la vidéo, je disais que je posais le pied essentiellement à l'avant. C'est vrai, c'est toujours vrai, c'est essentiellement à l'avant. Maintenant, j'appuie aussi sur le talon. Je cours beaucoup plus avec. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, j'ai fait 15 km avec. J'ai beaucoup moins mal au mollet, parce qu'évidemment, je repose un petit peu plus sur le talon. Et puis, parce que je me suis aussi un petit peu habitué à la chaussure. Une personne avait fait un commentaire en demandant s'il y avait on craignait des ampoules avec ce genre de chaussures. À mon usage, en tout cas, j'ai pas eu d'ampoule avec ces chaussures. Maintenant, j'ai fait le choix, pour un petit peu plus de confort, d'acheter des chaussettes qui soient 5 doigts, qui vont donc aller... celle-ci, ça sera pour le pied gauche, évidemment, qui vont donc aller, qui vont épouser votre pied, et qui vont donc aller dans la chaussure. Alors, si je dois le montrer, voici ce que ça va donner. Donc, ce matin, je me suis... ça, c'est un des inconvénients aussi de cette chaussure, c'est que je me suis décollé l'ongle du pouce, du gros orteil. Heureusement qu'il y a quand même une protection à l'avant. Maintenant, ça m'a pas empêché, sur une souche qui dépassait de ça, de taper dedans et d'entendre un petit crack. J'ai eu vraiment peur que un de mes os soit fissuré, abîmé, mais en fait non, c'était plus le crack du retournement de mon ongle, du décollement de mon ongle. Voilà, donc ça se pose tout simplement comme ça. Alors là, elles sont encore humides parce que au lieu de prendre évidemment des chaussettes sèches, j'ai pris celles que j'ai utilisées pour courir. Voilà. Donc ça s'enfile comme ça. On est bien avec. Maintenant, c'est toujours un peu particulier d'avoir les doigts de pied séparés. Même principe, je l'avais expliqué dans la précédente vidéo. Ça, c'est ma physionomie de mes pieds, le petit orteil, vous voyez, ça. Il y a le petit bout là qui dépasse, qui sert à rien, parce que mes pieds sont du plus haut vers le plus petit. Ça s'enfile très bien. Et on est encore plus à l'aise que pieds nus. Donc l'autre, je vais le mettre pieds nus.
Alors pieds nus, je précise, hein, c'est super agréable. Hein. Maintenant, c'est... on ressent encore plus, évidemment, on épouse encore plus les sensations du sol. Maintenant, moi, c'est pour aussi éviter tout ce qui peut rentrer dans la chaussure et faire mal. Parce que là, la semelle, la tige, pardon, est assez basse. Et on peut avoir des petites choses qui viennent se glisser à l'intérieur. Des petites épines, des choses comme ça, des choses qui vont être un peu pointues et faire mal aux pieds. Quand ça se loge avec une chaussette, c'est déjà beaucoup moins inconfortable à la course. Bon, si c'est pour s'arrêter de temps en temps pour enlever des petites choses, c'est toujours un peu pénible. L'autre aussi un intérêt pour moi, c'était parce que je fais du 42,5, j'ai acheté du 43, j'ai un petit peu d'espace à l'arrière, comme on peut le voir là. Donc plutôt que de sentir non pas complètement nager dans mes chaussures, enfin avoir vraiment beaucoup d'espace, mais être un petit peu plus ce sentiment de maintien, avec les chaussettes évidemment, là j'occupe tout l'espace. J'ai choisi de plusieurs marques, hein, peu importe après, on s'en fiche, l'important c'est que ça soit conçu de cette façon-là, que ce soit quand même des choses assez épaisses, parce que mine de rien, il va y avoir un peu de frottement. Vous voyez, je disais, j'appuie pas beaucoup le talon, mais mine de rien, ça abîme un peu le talon de la chaussette. Donc c'est qu'il y a quand même du frottement. Voilà, donc ça ce sont les chaussures spécifiques pour le trail, avec une accroche assez importante. Depuis, j'ai tellement apprécié ce système, ce principe, d'être vraiment épouser même le sol, que j'ai acheté une autre de la même gamme, hein, enfin de la même marque, pardon, un autre modèle. C'est toujours des Five Fingers, mais celles-ci elles sont utilisées plutôt pour des treks. L'accroche est différente, la semelle est différente, c'est plus rigide, c'est souple, mais ça l'est nettement moins que celle-ci. C'est aéré, comme on peut le voir là. Donc ça c'est le genre de chaussures que je vais porter plutôt en été, soit pour me balader classiquement, hein, en tant que vacancier, soit tout simplement pour faire des petites randos, des choses comme ça. Les inconvénients, pas pour de la marche mais pour de la course à pied, c'est le risque, comme là ce matin, de venir percuter quelque chose qui dépasse. Comme on a tendance à être plus près du sol, je veux dire par là avoir des foulées moins bondissantes, enfin bondissantes c'est un grand terme, mais ça se joue à quelques centimètres près, comme j'avais pu le montrer dans la précédente vidéo. Quand on vient frapper ici, évidemment, juste derrière il y a le pouce, et ça fait, ou les orteils, et ça fait quand même beaucoup plus mal que mes chaussures de trail, qui elles sont quand même nettement plus protégées. Là c'est pas de la chaussure de protection de chantier, mais on n'en est pas loin. L'autre inconvénient, c'est l'espace qu'il y a là. Ça m'est arrivé de courir, d'avoir une branche qui vient se fixer là. Une branche, un petit morceau de bois quoi. C'est pas super agréable, hein. Direct on s'arrête, on prend le temps de l'enlever, on vérifie qu'on s'est pas fait mal, parce que à chaque fois c'est assez violent, même si on court pas à l'allure d'un guépard, c'est quand même assez... là par exemple le choc ce matin, ça m'a arrêté net, j'ai senti une douleur assez vive tout de suite. Quoi d'autre? On ressent bien sûr ce qu'il faut faire super attention, d'où porter le regard quand même de plus en plus proche de soi. Donc on évalue, ça c'est valable pour tout le principe de course, mais sur le trail ça l'est nettement, de regarder à peu près à 5-10 mètres devant soi, et lorsqu'on voit des obstacles, rapprocher son regard à 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, pour être sûr que votre cerveau va analyser tout ça. Moi c'est pas ce que j'ai fait là sur l'instant de la petite souche, et puis bam, on peut se faire mal assez bêtement. Ce qui va m'amener à parler juste après des blessures justement qui peuvent être occasionnées, diverses et variées, hein, les différents styles de blessures que l'on peut rencontrer. Mais avant, il y a une toute petite partie accessoire, mais vraiment du accessoire dans le sens où c'est pas quelque chose que l'on va porter comme habit. Donc voilà, c'est l'accessoire que l'on porte en plus. Au-delà du textile, au-delà du vestimentaire. Donc ça va être par exemple des paires de lunettes. Là j'en ai 2, les autres je les ai laissées dans la voiture, donc ça ce sont celles que j'utilise surtout pour faire du VTT. Mais c'est le même principe, hein. Bon, là je vais citer la marque parce qu'il y a un intérêt par rapport au verre qu'il y a à l'intérieur. C'est la marque Julbo qui fait ça, donc une marque française en plus. Je les ai choisies, celles-ci dans un premier temps, parce qu'elles sont assez profilées.
Et c'est drôlement utile au-delà de l'aspect esthétique et faire croire qu'on se la pète. Non, même s'il fait pas forcément soleil, gros temps et grosse chaleur, ça peut être utile tout simplement pour éviter que des insectes vous viennent dans la vue. Quand on fait des descentes, qu'on va assez vite, le vent fait qu'on va avoir des larmes à l'œil. Et ce genre de choses-là, ça les protège au moins. Ça va éviter de voir pendant une microseconde, de voir se frotter l'œil, et puis peut-être pas voir un obstacle, surtout si on est en descente et qu'on court assez vite, et badaboum, ou une blessure bête. C'est comme ça que je me suis fait un petit peu l'entorse de la cheville l'année dernière. Donc je disais, la particularité de celle-ci, c'est qu'elles sont adaptées à ma vue. Il y a un système de clips. Donc là, les verres sont sur ordonnance, adaptés à ma vue. Il y a une correction, donc, de fait. Et ce petit clip-là, qui vient se clipser sur la monture, c'est un principe que fait Jules Beau. Et à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'autres fabricants, enfin du moins quand je les ai achetés celles-ci avec eux, qui font ce système-là. Alors bien sûr, il y en a, ils vont vous faire carrément tout ça, mais ça va coûter ultra cher. Alors c'est joli, c'est plus esthétique que d'avoir des trucs qui sont en doublé à l'intérieur, mais ça coûte 15 €. Après, c'est le prix du verre à l'intérieur. Moi j'ai une petite correction, donc c'est pour de la myopie, donc c'est pas bien méchant. Et l'ensemble, ça m'a coûté, le prix de la monture plus ça, dans l'ordre de 135 €. Donc honnêtement, ça peut valoir l'intérêt pour les gens qui ont besoin d'une correction. Sinon, des lunettes classiques qui feront très bien l'affaire. Dans les accessoires aussi, c'est tout ce qui est signalisation. Pensez à vous signaler, notamment pour les entraînements, parce que sur des courses, évidemment, ça va être bien balisé. Et là, il n'y a pas de souci. Donc ça, signaler, je reviens avec le fait que l'on peut prendre des lumières aussi en hiver, pour voir devant soi et être vu derrière soi. Et puis dans les accessoires, pas inutile ma foi, surtout quand on veut commencer un petit peu à voir ses performances, c'est tout ce qui va être montre, chrono et puis capteur d'activité. Donc ça peut être des montres assez classiques, qui font juste capteur d'activité, ça peut être des montres un peu plus perfectionnées comme celle-ci. Donc là, bon, je l'ai déjà présenté aussi, c'est plus destiné à du multisport, puisqu'à la base ce sont pour des triathlètes. Il y a aussi une Forerunner qui existe uniquement pour le running. Peu importe quel modèle on choisit, l'important c'est que l'on va avoir un positionnement GPS qui va être optimal avec le GLONASS et puis le GPS tel qu'on connaît, là, principe de GPS classique. Tout ça cumulé fait qu'on a une précision assez imparable. Moi ça fait déjà 1 an et demi que je l'ai et j'ai eu aucun souci majeur. J'ai fait pas mal d'activités avec, comme tout à l'heure j'ai entamé la présentation de la vidéo en synchronisant et en montrant un petit peu que l'on peut le voir sur son smartphone après, le parcours qu'on a fait, le dénivelé, la courbe de vitesse, et on va pouvoir voir un tas de choses. Et grâce à cette ceinture cardio, on va pouvoir voir des choses assez spécifiques comme la dynamique de course à pied qui va vous donner des informations sur la cadence de course, la longueur moyenne des foulées, le rapport vertical, l'oscillation verticale, le solde de temps de contact moyen avec le sol, le temps de contact moyen avec le sol. Et voilà, ça c'est vraiment spécifique à ce cardio-fréquence-mètre là. En dehors du fait qu'il va aussi me donner mes battements par minute. Bon, ça c'est assez classique, la fréquence cardiaque classique. Là sur une moyenne j'étais à 167. Ce qui me fait dire aussi que c'est drôlement intéressant d'avoir ce genre d'appareil là, parce que ça va vous permettre de mieux vous entraîner en quelque sorte. Alors pas avoir tout le temps les yeux rivés sur la montre, mais l'un des intérêts, et ça je l'avais montré dans la vidéo, après c'est libre à chacun de la configurer comme il l'entend, l'un des intérêts c'est... c'est pas ça. C'est de voir par exemple, moi j'aime bien voir ma vitesse, pour avoir toujours une vitesse de l'ordre de 13,5 au moins en course à pied classique sur du bitume. Et puis lorsque je fais du trail, c'est plus réellement sur ça que je vais me baser, c'est plutôt sur la fréquence cardiaque. Pas trop monter dans les tours, parce que mon allure en fait ça va vraiment dépendre du dénivelé du terrain. Si c'est du plat, c'est de la descente, c'est de la montée, comme ça varie en permanence, c'est ça qui va m'être utile. Après la distance et puis le temps de course. L'heure elle m'est donnée 3 en dessous, là il est 11h13, et puis tout le reste, je ne vais pas dire que c'est accessoire, mais je le consulte de temps en temps. C'est vraiment ce cadran-là qui m'est le plus utile. Voilà. Donc là ce sont les accessoires, pas inutiles pour le coup, mais enfin en tout cas pour moi, mais qui pouvaient être intéressants dès lors où on commence à s'attaquer un petit peu plus à du running régulier. Je vais en venir maintenant à une partie sur les
les troubles que l'on peut rencontrer, les troubles et puis les petits bobos que l'on peut avoir et comment s'en prémunir, et je vais après traiter de l'alimentation. Alors à ce stade de la vidéo, beaucoup d'entre vous ont dû voir quand même l'accumulation, si vous avez tout suivi depuis le début, l'accumulation de matériel, etc. en se disant waouh, c'est super onéreux de faire du sport, du moins de faire du trail, du running, des choses comme ça, surtout si on veut commencer à en faire un peu plus que courir le dimanche. Sachez que ça, ce que je vous montre ici, c'est ce que j'ai récolté, et encore il n'y a pas tout, sur une année de course. Donc des t-shirts, ça, vous en avez quasiment à chaque fois. Donc là, j'ai encore, je vous dis, je vais en avoir le double. J'ai eu ce genre de fourrure là, qui était pas trop mal, c'était l'été dernier, ça c'était la ronde des douaniers à Saint-Nazaire. C'est un cache-cou, qui peut se servir aussi au niveau comme bonnet en quelque sorte. J'ai même eu un sac, très simple, mais avec une poche à eau par exemple. Une poche à eau qu'on rajoute qui n'est pas fournie avec, et voilà, vous avez l'affaire est dans le sac. Un super matériel pour pouvoir commencer à concourir sur du trail. J'ai même eu des manchons de compression, j'ai eu quoi d'autre encore? Je crois que j'ai eu une gourde aussi. Bref, enfin, évidemment, s'inscrire sur des courses a un coût, mais sur une inscription, vous allez faire, je sais pas moi, 15 km, ça va vous coûter 12 euros, 13 euros, selon les courses, 15 euros parfois. Si vous repartez déjà avec un t-shirt, les t-shirts techniques, ça coûte quand même nettement plus cher, même si on peut en trouver en vente privée, etc., pas très très cher, avec les frais de port et compagnie, ça peut vous revenir quand même une vingtaine d'euros. Ça, l'avantage, c'est que c'est cadeau, quoi. Certes, vous vous baladez avec pas mal de logos sur le dos, mais à quelque part, c'est pas très grave. En plus, c'est une façon d'être reconnu sur différentes courses que vous faites. Tiens, il a fait tel et tel trail, tiens, il a fait telle et telle course. Bref, j'en arrive au fait que quand on commence à en faire de plus en plus, on peut se découvrir des petits troubles, des troubles souvent digestifs, parce qu'on n'a pas assez mangé, parce qu'on a trop mangé, parce qu'on a mangé des choses qui n'étaient pas très convenables, par exemple trop de lait le matin, surtout ceux qui sont intolérants, mais bon, généralement ils vont l'éviter. On va découvrir aussi qu'on peut faire des tendinites si on ne s'hydrate pas assez. On va découvrir également que on peut se faire des petits bobos du style des entorses, des troubles ligamentaires, liés aussi au fait de ne pas assez s'hydrater, ou alors d'une mauvaise préparation à ces pratiques que l'on fait. Pour tout cela, les meilleures façons de les prévenir, les faire attention en fait à ce que ne survienne pas, c'est l'alimentation et l'entraînement. L'alimentation en premier, et dans l'alimentation je mettrai la boisson, et en premier parce que très franchement, moi les fois où alors j'ai pas eu de fringales, par contre j'ai déjà eu des crampes, c'était essentiellement dû à un manque d'électrolytes, un manque d'eau, une hydratation insuffisante, même si j'avais emmené avec moi ma poche à eau, je prends pas forcément le temps d'aspirer des goulets régulièrement. Et c'est un tort. Et je le sais très bien, d'autant plus que, je le dirai tout à l'heure, à la base, mon premier métier, c'est d'être diététicien. Donc, je suis quand même assez au fait de comment il faudrait orienter son alimentation pour être, on va dire, performant lors de courses. Il existe pour cela tout un tas de choses que l'on vous vend dans le commerce. Ça commence par des barres énergétiques. L'avantage, c'est que normalement, c'est assez bien calculé, je dis bien normalement, hein, parce que en comparant certaines barres, j'ai pu m'apercevoir que il y avait un index glycémique beaucoup trop élevé. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, notamment pour les gens qui, ici par exemple, il y en a qui font du diabète, forcément le but c'est d'avoir un pic d'hyperglycémie le moins haut possible, de façon à ce que vous fassiez pas aussi une hypoglycémie réactionnelle derrière, donc un gros coup de barre en quelque sorte. Donc ce genre de choses là, plus il y aura de fructose, plus il y aura autre chose que du saccharose ou du glucose, mieux ce sera. Après on peut ajouter des éléments, des électrolytes, éléments minéraux, ou alors de la caféine, des choses un petit peu boostants. L'inconvénient c'est solide, et croquer ça pendant la course c'est jamais très très évident. Ça m'arrive, surtout en trail où là on a des montées. Pendant les montées, l'effort est beaucoup moins intense, même si on pourrait croire le contraire. Quand il y a une bonne montée, on finit par marcher, à mon niveau en tout cas.
Il existe des gels, donc là c'est caféine gel, ça c'était un truc que j'avais eu lors d'un achat, un échantillon gratuit, c'est écrit là. Mais là c'est que de la caféine, donc c'est un boost. Vous avez également des comprimés, pastilles effervescentes que l'on va rajouter dans l'eau. Ça, l'intérêt c'est d'apporter aussi un maximum d'électrolytes. En tout cas celui-là j'avais fait en sorte de choisir ça parce que zéro sucre, zéro calories, ça je m'en moque un peu, des électrolytes et des stimulants et de la caféine. Au niveau des... donc là ce qu'il préconise c'est par exemple de mettre une petite pastille pour 500 ml d'eau. Moi franchement j'en mets une pour 1 litre et ça me suffit. Ça a un petit goût, donc c'est pour ça que généralement ils mettent des édulcorants, histoire de faire passer un petit peu mieux le goût du neutre. Et puis les fameuses barres énergétiques, alors moi je les achète carrément par... ça coûte moins cher en fait de les acheter par lot comme ça. Tous les petits goûts là, possibles, ça c'est à la banane, ça c'est à la pomme. J'en avais emmené une tout à l'heure, c'était Morito, bah tiens c'était ça. Et voilà le même principe, hein. Vous avez un max de composants à l'intérieur. L'intérêt c'est de pallier en fait à tout ce que votre organisme va rejeter et va créer également lorsque vous faites une activité. Alors pourquoi les bobos et pourquoi ça? Parce que déjà on va s'hydrater, parce que votre corps il est constitué de 65% d'eau, c'est-à-dire que pour un individu comme moi j'ai à peu près 45 kg de, 40 kg d'eau. Donc c'est quand même pas négligeable. Si je perds ne serait-ce que 10% de mon eau, mes performances se diminuent également. Lorsque l'on fait la compétition, même à une moindre mesure, hein, pas pour viser des podiums, mais quand on fait de la compétition, le but c'est d'être quand même un minimum performant. Dès que vous perdez un petit peu d'eau, vous allez le ressentir. Le problème c'est que la sensation de soif, on va la percevoir que au bout de 10% on va dire justement. Quand vous commencez à avoir la langue un peu pâteuse, quand vous commencez à vous dire tiens il faudrait que je prenne de l'eau, eh bien vous êtes déjà à peu près à 10% de déshydratation. Au-delà, quand ça se poursuit, à 20%, on estime que vous perdez à peu près par palier de 10% vos capacités. Donc à 20% de déshydratation, vous êtes à 20% de vos capacités en deçà. Enfin en deçà de vos capacités pour le faire à la française. Et c'est intéressant donc d'être tout le temps conscient de ça et d'en prendre régulièrement, de s'hydrater régulièrement, pour éviter les problèmes tendineux, parce que les tendons sont essentiellement constitués, je dis essentiellement, après je peux rentrer dans les bases anatomiques, physiopathologiques, mais sont essentiellement constitués aussi d'eau et d'éléments liés à l'eau en quelque sorte, et c'est un peu comme une corde, je serais tenté de dire, si votre corde est très très sèche, elle va avoir plus tendance à non pas rompre totalement, même si ça arrive, des ruptures totales, mais rompre partiellement. Ça c'est valable pour les gros tendons, comme le tendon d'Achille qui est sollicité, les tendons des genoux aussi, les croisés, qui sont aussi assez sollicités lorsque l'on court. Et puis après, tout ce qui va être mobilité. Moi par exemple, la tendinite que pas la tendinite, l'entorse que je me suis faite l'année dernière, c'est tout simplement sur une mauvaise réception lors d'une descente. Mon pied a vrillé, et là j'ai entendu un crack. Ce qui s'est passé autour, c'est qu'il y a plein de petits ligaments qui sont plus petits qu'un tendon, hein, mais c'est le même principe en quelque sorte, qui ont craqué. Heureusement, pas tout, parce que là ça aurait été fâcheux et peut-être intervention chirurgicale, mais l'une des causes, c'était la fatigue, ça joue, l'hydratation. À mon sens, je m'étais peut-être pas assez hydraté en amont, parce que sur le course j'avais ce qu'il fallait, mais en amont c'est toujours intéressant de partir en ayant bu 2 grands verres d'eau par exemple, sans trop en avoir dans l'estomac. Et puis le principe après d'être vigilant. Ça, la vigilance, maintenant je le saurais, et généralement une personne qui s'est fait mal avertit, donc on vaut au moins 2. D'être vigilant sur les descentes, notamment avec plein de petites caillasses qui peuvent rouler, des petites choses qui peuvent faire en sorte qu'on est sur un terrain très instable. Donc dès lors où on est sur des courses un peu plus nature, on va dire des trails, là le risque est grandissant de se faire des bobos. Sur du plat, sur du bitume, c'est surtout des
problèmes de fatigue sur du long terme qui vont apparaître, notamment des fringales. Là, c'est complètement lié à l'alimentation. Notamment des problèmes donc de glycémie aussi, c'est un peu lié aussi. Ça va être également des problèmes de troubles digestifs quand ça dure très 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 longtemps. Il faut savoir que votre organisme, normalement, il digère, selon ce que l'on consomme, entre 2 heures et ça peut aller jusqu'à 9 heures si c'est un plat très gras. Évidemment, vous n'allez pas vous faire des frites juste avant de partir, mais il faut quand même avoir quelques notions d'alimentation, je pense, de nutrition, pour pouvoir, non pas être performant, mais éviter les troubles bêtes, qui peuvent faire en sorte qu'une course, un entraînement, vont être, pas un calvaire, mais vont être déjà vachement moins intéressants. Voilà, ça c'était pour ma partie bobo, et puis pour parler au bobo, enfin au trouble on va dire, parce que bobo ça fait peut-être un petit peu enfantin, moi l'année dernière je m'étais... donc suite à mon entorse, puisque de toute façon quand on court c'est essentiellement des entorses, hein. Après des ruptures c'est quand même... là c'est beaucoup plus grave, et comme ça m'est déjà arrivé, c'est carrément une chirurgie là. On suture, enfin on découpe d'abord, et puis on rapproche et on est en suture. Là également, c'est pas pour faire la pub pour une marque en particulier, mais j'ai quand même cherché un petit peu ce que je pouvais trouver par rapport à ce qu'il y avait de mieux pour tenir ma cheville. Parce qu'évidemment, une fois qu'on s'est fait une entorse, on sait qu'on n'est plus invincible. Moi, j'avais tendance à être très rapide en descente. Probablement, peut-être parce que j'avais jamais eu de pépin. Maintenant que j'en ai eu, je ferai d'autant plus gaffe. Et le d'autant plus gaffe, c'est en portant ce genre de choses-là, que je ne mets pas toujours. Par exemple, ce matin, j'ai couru avec mes chaussures minimalistes et je ne l'ai pas du tout porté. Pourtant, j'ai pas non plus ralenti mon rythme pour descendre. Ça se pose comme ça. Ça s'accroche comme ça derrière, sur le côté, et par-dessus. Voilà. Là, vous avez le pied qui est maintenu. Alors que je le représente, voilà. Là, vous avez le pied qui est maintenu sur les côtés. Ça, vous pouvez quand même mettre des chaussures, évidemment, hein, parce que en fait, ça prend quasiment pas d'espace dessous. Un petit peu plus épais ici, mais généralement, les chaussures s'arrêtent là. Moi, les seuls inconvénients que j'ai pu rencontrer, c'est pas du tout par rapport à ma marche, à ma course, qui est à peu près similaire, si ce n'est qu'on est bien maintenu là. C'est plus parce que ça, là, cette partie-là, en fait, avait tendance à frotter à l'arrière et me créer des échauffements. Bon, si c'était que ça, c'est pas méchant. Et donc j'en ai acheté un deuxième, c'est pas le même modèle, enfin, c'est quasiment le même en réalité, mais il est un petit peu moins bien fichu, mais ouais, on va dire que ça fait le boulot quand même. Il n'y a pas la partie sur le côté comme l'autre, il est en un seul tenant, ce qui fait qu'on va faire quelque chose comme ça. Hop. Donc ça c'est chaque pied en fait, un pied gauche, un pied droit. Ça c'est pour éviter les petits bobos. Je les ai portés parce que ça remet en confiance aussi en quelque sorte, hein. Quand on s'est fait mal, on se dit soit plus jamais. On va essayer de faire en sorte. Donc on va essayer d'être un petit peu vigilant et puis de porter des choses qui vont nous protéger un peu mieux. Maintenant, on n'est pas le colosse au pied d'argile, on est fait pour courir également, donc faut peut-être pas non plus porter ça tout le temps. Mais comme tout bobo, il est important quand même de reprendre assez vite, enfin pour ma part c'est ce que je pense, et puis de faire quand même de roulement, attention. Donc ça, c'est pour éviter au niveau des chevilles, l'hydratation avec une poche à eau, des gourdes, enfin ou des petites choses comme ça, pour éviter justement d'être en permanence en manque d'eau. Je pense que ça peut prémunir une bonne partie de vos pépins. Ça n'évite pas que de toute façon il faut s'échauffer, il faut s'entraîner régulièrement, parce que les fibres musculaires, si elles lâchent, c'est parce que peut-être elles n'ont pas eu les sollicitations préalables pour un effort donné. Ça c'est valable pour toute activité physique. Et là c'est surtout le bas qui va fonctionner, le membre inférieur. Donc là il va falloir le faire travailler. Diverses activités, hein. Ça peut être du vélo, ça peut être de la natation, ça peut être évidemment la course à pied, mais en tout cas faire en sorte que vos muscles du membre inférieur soient régulièrement sollicités. Voilà, ça c'est pour la partie éviter les troubles. Je ne vais pas parler de toutes les carences que l'on peut rencontrer,
parce que ça c'est propre à chacun. Il y en a qui vont faire des carences, surtout chez les femmes, anémie, des choses comme ça. Les femmes, parce que tout simplement, une perte de sang régulière qui se fait, des troubles qui peuvent être au niveau intestinaux, ça va dépendre beaucoup d'alimentation, mais parfois c'est des problèmes aussi de maladies auto-immunes, des choses comme ça. Donc bref, on va pas rentrer dans des détails assez importants. En revanche, sur l'alimentation, ce que j'aimerais dire maintenant, c'est que puisque l'eau est l'élément principal de notre corps, c'est quelque chose qu'il va falloir veiller au début et à la fin. Or, ce que je vois souvent, à la fin, bon, et les gens ils vont se précipiter pour boire 1 ou 2 verres, mais c'est plus qu'1 ou 2 verres qu'il faudrait boire. On peut estimer que sur 1 heure de course, on a perdu au moins 1 litre d'eau. Donc je ne veux pas dire qu'il faut boire 1 litre comme ça d'emblée, mais il faudrait boire ce litre-là dans l'heure qui suit la course. Or c'est pas souvent le cas, c'est comme les étirements, souvent on va raconter sa course, souvent on va faire en sorte de plaisanter, de discuter. Et de toute façon c'est un des moments les plus conviviaux qui existent. Avant la course c'est sympa, après la course c'est très sympa, mais ou même pendant les entraînements évidemment, mais on oublie parfois de s'étirer convenablement, donc ça aussi ça participe au fait que le lendemain on peut se retrouver, bon, alors les crampes c'est pas le plus, pas les crampes, les courbatures, pardon, c'est pas ce qu'il y a de plus grave, mais ça peut être évité. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est l'hydratation. Et ça, vraiment, je vais vraiment le souligner, parce que c'est quelque chose qui, à mon sens, n'est pas assez suffisamment suivi. L'alimentation également, ça va être de faire attention à ne pas consommer des choses qui seraient, tomber dans je m'enferme dans ma bulle et je prépare un marathon, donc je vais manger et je vais peser tout ce qu'il y a. Non, en fait, ce qu'il faudrait que vous voyez, c'est que on est un peu tous inégaux face à nos performances et à notre poids, et donc à la faculté qu'a notre corps de prendre ou de perdre des calories. On est un peu comme souvent j'ai tendance à dire ça, qu'on est un peu comme une chaudière. Moi je suis une chaudière qui serait, ça dépend comment on voit les choses, pas très performant dans la mesure où je brûle beaucoup. Je mange beaucoup et je brûle énormément, ce qui fait que je dégage énormément de chaleur et je prends pas de poids. Tant mieux pour moi. Maintenant, si j'étais à la préhistoire, je pense que j'aurais pas fait long feu. Malheureusement, je peux pas faire facilement de réserve. Et ça m'est contraint aussi dans les épreuves de longue durée, parce que comme je brûle beaucoup, très rapidement je vais avoir non pas faim, mais je vais perdre des électrolytes, je vais perdre de l'énergie, notamment tout ce qui est, allez on rentre un peu dans le détail, le glycogène, c'est-à-dire le sucre qui est stocké dans les muscles et dans le foie, très peu dans le muscle, beaucoup dans le foie. Comme je brûle beaucoup, je vais l'utiliser en abondance, on va dire, et très rapidement, il va falloir que je repasse à la pompe pour pouvoir repartir de plus belle. Il y a des gens qui, là pour le coup c'est une chance, vont pas consommer beaucoup. Alors après, ça peut se voir sur la balance si on fait des excès, etc. Peut-être que justement, ce seront les personnes qui auront le plus de mal à perdre du poids, mais je dirais, si c'est des personnes qui se lancent sur de la course à pied, c'est presque un avantage, parce que sur des longues distances, donc des choses qui vont durer au-delà de 45 minutes, on va dire, eh bien vous allez commencer à être plus avantagé que moi, en quelque sorte. Après, bon, ça n'empêche pas qu'il faut s'entraîner, ça n'empêche pas qu'il faut être assidu sur l'alimentation, etc. Mais on est un petit peu tous différents. Donc suivre à la lettre des régimes qui peuvent être ici ou là dans des magazines, dans des revues, sur internet, prescrits, c'est une bonne chose, c'est une bonne base de départ notamment pour avoir les bases nutritionnelles, la fameuse pyramide avec un aliment de chaque catégorie à chaque repas, bien veiller à prendre des fruits et des légumes parce qu'ils sont très riches en minéraux, bien veiller à bien structurer ses repas, se préparer la veille, voire même un petit peu plus que la veille sur des courses avec des féculents, des choses comme ça. Ça c'est, on va dire, presque le b.a.-ba de n'importe quel coureur. Maintenant, c'est un petit peu tout à chacun. Il y a certaines personnes qui vont être intolérants à tel ou tel aliment, des personnes qui devront manger beaucoup avant de partir, d'autres quasiment pas. Ce matin je suis parti à jeun parce que je considérais qu'après une bonne nuit de sommeil, mon stock de la veille, je l'avais pas épuisé, donc j'ai tenu sans problème. Et ça m'a évité d'avoir des
pas dire ballonnement, mais bon, le fait de digérer en même temps. Enfin, il faut savoir que le corps, dans ce cas-là, il privilégie quand même l'effort musculaire, il privilégiera toujours votre cerveau, donc là, votre cerveau, il sera toujours irrigué en sucre, puisqu'il consomme que ça, mais le reste, ça va être votre activité cardiaque, ça va être vos muscles qui courent, et votre estomac va travailler, mais au ralenti. Ce qui fait que tout ce qui est dans le bol alimentaire qui est dans votre estomac, bah, lui, il va mettre un petit peu de temps à pouvoir tout digérer. Enfin, pour compléter un petit peu tout ce que j'ai présenté auparavant, j'ai... bah là, notamment, c'est lié à ce dont je parlais tout à l'heure, avec les différents groupes d'aliments. Je vais vous citer 2 très bons ouvrages de référence en fait en la matière sur ce qui est sport d'endurance et puis les sports, on va dire, qui nécessitent de puiser les ressources et donc de faire attention à son alimentation, entre autres, parce que je ne saurais tout dire sur une vidéo, évidemment. C'est d'une part, alors je ne vais même pas commencer par celui-là, je vais commencer par un plus ancien, et un que j'apprécie énormément, qui s'appelle le guide nutritionnel des sports d'endurance, qui s'appelle le guide nutritionnel des sports d'endurance, dont j'ai pas le manuel ici, je l'ai prêté à quelqu'un, mais dont voici la couverture. Je dis c'est un des premiers que j'ai utilisé parce qu'il n'est pas tout récent, il date des années 90, je dirais. Et qui est écrit par Denis Richer, qui est une référence en la matière puisque c'est un nutritionniste, mais surtout c'est le cofondateur de Sport Heavy, un magazine que je pense tout le monde a déjà vu en kiosque. Il est assez pointu par contre, donc c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est une mine d'informations, mais assez pointu si on n'y connaît pas grand chose sur l'alimentation, du moins sur les quelques bases, il est préférable de s'orienter vers un très très bon livre aussi, hein, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est n'importe quoi, c'est celui-là qui s'appelle Nutrition d'endurance, qui est aussi écrit par des médecins, médecins du sport notamment, qui est plus récent lui, là ça doit être la 2e édition et elle date de 2012 je crois, si je dis pas de bêtises. À vérifier, c'est ça, 2e trimestre 2012. Alors le premier, je crois que je l'avais payé à l'époque dans les 25 €, et celui-là, tout pareil, 25 €. Donc deux bons bouquins, celui-ci un petit peu plus accessible, en plus agréable à la lecture, de format plus grand également, et à mon avis nettement suffisant pour 95% des gens qui se mettent ou qui font déjà de l'endurance. Alors ça peut être n'importe quoi en endurance, hein. C'est à destination autant des runners que des triathlètes, que des gens qui veulent même faire du sport du dimanche, comme on dit, courir comme ça de façon très épisodique. C'est résumé en plusieurs parties. Les bases de l'alimentation, donc comme je disais, c'est quand même quelque chose d'assez important sur un bouquin qui en fait 270, il y a quand même 105 pages sur ça. Bien sûr, la pratique sportive, la santé du sportif, ça rejoint un petit peu ce dont je parlais, sur les crampes, les tendinopathies, les troubles tendineux et troubles digestifs, pardon. Et puis ça se termine avec des menus et des recettes qui sont proposées. Donc après, chacun de voir un petit peu ce que les gens aiment, mais c'est vrai que j'ai regardé, c'est très bonne facture, très très intéressant, bien documenté, avec pas mal d'informations pertinentes en fait, plus que utiles mais pertinentes. Moi, les choses que j'ai retenues, parmi les choses que j'ai beaucoup aimé, c'est ce genre de tableau-là, voilà, ça, qui vous compare un petit peu tout ce qui existe en termes de barres nutritionnelles, de gel, etc. Et vous voyez, ils donnent un petit peu leur avis, non pas parce que c'est mal, alors ici là c'est pas terrible parce qu'il y a trop de fructose, mais parfois parce qu'il n'y a pas assez d'informations, et c'est bien si jamais les fabricants pouvaient voir que ça, vous voyez, trop manque d'informations. Si les fabricants pouvaient voir que leur documentation parfois fait un petit peu défaut, et que ça peut être intéressant pour les gens qui veulent vraiment être assez pointus sur ce qu'ils consomment, puisqu'on l'achète, ça peut être pas mal quand même qu'on soit un minimum averti. Donc très très bon bouquin. Je pense que s'il en fallait acheter qu'un seul, ça serait celui-là, plus accessible. Si vous avez l'envie d'en apprendre davantage, l'autre est très très bien également. Et enfin,
Un petit livre qui se lit très très bien, c'est présenté comme un roman, ça s'appelle Courir avec les Kenyans, et c'est ce qui m'a, entre autres, enfin c'est pas ça réellement qui m'a fait orienter vers le five fingers, enfin je veux dire le minimalisme, mais c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui va raconter justement que il a couru avec les Kenyans et qu'il a appris justement à courir de façon très simple. Dans la savane, dans la brousse, et courir et d'améliorer ses performances, un site très intéressant. Maintenant, il est sorti aussi un documentaire récemment, donc c'était le 13 avril dernier, pas évident à trouver parce que pas très bien dans beaucoup de salles en France en fait, pas très bien exploité. Ça s'appelle Free to Run, et c'est intéressant parce que ça revient sur l'historique de courir. Regardez la bande-annonce, ça vous donnera une idée. En fait, on prenait un peu les gens pour des fous un petit peu à l'époque où certains hommes et femmes dans les années 70 se mettaient à courir. En disant que c'était pas réellement quelque chose de normal, naturel, et ça c'était même relayé par des médecins. Donc comme quoi les mœurs ont bien changé, les habitudes également. En guise de conclusion, je vais faire face caméra et je vais vous souhaiter du bon running, de bien profiter du beau temps à venir, de faire de belles courses, de belles performances, de bien vous entraîner, puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible, et puis si jamais il y a des recommandations, des suggestions pour d'autres vidéos parce que vous trouvez ça intéressant, n'hésitez pas. Bon running, ciao.